d'être venu, de vous intéresser à nos conférences. Ce soir, c'est la 17e du nom. Et ce soir, nous allons parler d'arbres. Et oui, ça fonctionne, c'est formidable. Ce soir, vous avez droit à 2 associations arbres. Celle qui présente le film et notre association qui organise la soirée. L'association arbre qui présente le film, c'est Georges Fetterman, qui en est le président. Il s'occupe d'arbres remarquables depuis un certain temps. C'est un spécialiste dans son domaine. Il a créé son association en 1994. Et cette association est située dans le Haut-Rhin, et également à Paris. Et vous trouverez tous les renseignements sur arbre.org. Vous verrez tout ce qu'ils font sur les arbres remarquables. Mais en ayant vu le film, à la fin du film, vous verrez que c'est vraiment des gens extrêmement compétents dans leur domaine. La deuxième association, c'est la nôtre. Alors nous, on s'appelle Arbre, mais en réalité, c'est l'association Ried-Bruch pour le respect de l'environnement près de Strasbourg. Ça donne aussi Arbre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a trouvé cette petite astuce. Notre association est située sur les villages qui bordent le Ried de la Bruche, grosso modo d'Eckbolsheim jusqu'à Bruch, Wickersheim, en passant par Holzheim, Arenheim, Oberschöffelsheim. Nos domaines d'activité sont multiples, on est un peu les multicartes de la protection de l'environnement, on s'occupe de biodiversité, d'énergie renouvelable, qualité de l'air, qualité de l'eau, les déchets, la circulation, les pistes cyclables, les transports en commun, l'éducation à l'environnement et des conférences comme celle qu'on va faire ce soir. Alors, nous, on est né en 96, et ça, c'est notre première manifestation, c'était l'acte créateur de l'association. C'était une manifestation contre la tuilerie qui polluait surtout Arenheim, mais aussi Wolfisheim et Oberschöffelsheim. Je ne vais pas vous faire le déroulé des 20 ans d'arbres, c'était simplement cette petite diapo pour montrer comment est née l'association. Voilà, donc ce soir, on va parler beaucoup d'arbres. L'arbre est un sujet à la mode, hein. On en parle un peu partout dans les médias, radio, télé, cinéma, réseaux sociaux. Et l'autre jour, j'ai entendu à la radio qu'il y avait un arbre qui pouvait sauver l'humanité, donc ça m'a intéressé. Je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé cet arbre qu'on appelle le noix-pin. Son nom latin, c'est Brosinum alicastrum. Moi, je ne suis pas un spécialiste des arbres, mais on en a plusieurs ici qui pourront vous dire en quoi il est bien, cet arbre-là. Mais voilà. Et puis, ces dernières années, il y a une personne qui a beaucoup fait parler des arbres. C'est Peter Wohlleben, un garde forestier allemand, qui a écrit plusieurs bouquins sur les arbres, la vie secrète des arbres, qui ensuite a été transformé en film sur l'intelligence des arbres. Après la projection du film, ça sera le début de la conférence débat avec nos 2 intervenants. Le premier étant Jean-Louis Amann, qui est créateur d'un arboretum à Niederschöffelsheim. Conférencier est Denis Jung, qui est géobiologue. Ah, pardon, voilà. Géobiologue et membre du comité d'arbres. La beauté est née dans le regard de l'homme. Mais le regard de l'homme naît dans la nature. C'est de qui ça? C'est de Hubert Reeves. Alors, je m'interroge, qu'est-ce qu'un arbre? Qu'est-ce qu'un arbre? Une définition de l'arbre. Ben, j'en ai trouvé une super, celle que je vais vous lire. Donc, un arbre, c'est d'abord un certain équilibre entre une ramure aérienne et un enracinement souterrain. Ainsi, voyez-vous, plus vous voulez vous élever, plus il faut avoir les pieds sur terre. Chaque arbre vous le dira. Donc vous aurez compris que je suis un amoureux des arbres et c'est un vrai moment d'émotion, bien que ça ait pu paraître long pour certains, un moment d'émerveillement, et on n'était pas dans un temps humain, hein. Je pense que c'est un peu volontaire que le film ait cette lenteur, cette portance de pouvoir pénétrer dans ces arbres. Et en même temps, c'est une
c'est une vraie expérience artistique de voir tous ces beaux arbres. Et ce soir, je suis venu pour témoigner d'une expérience personnelle parce que j'ai créé un arboretum. Donc, les voyages forment la jeunesse. Et en revenant, on se rend compte de l'énormité du monde et on est modeste. Et c'était le croisement d'une opportunité d'avoir un terrain et de me lancer dans la plantation d'un arboretum. Et ça fait partie de ma vie. Et ce soir, j'ai un objectif, c'est de vous convaincre d'adopter un arbre. Alors que vous connaissez peut-être, ou que vous allez planter, et duquel vous allez vous occuper, et pour lequel vous allez vraiment développer une relation particulière. Il y a des arbres, d'ailleurs, à ce sujet, qui sont là. Mais peut-être plus généralement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'aimerais vous parler des principes de l'écologie scientifique. Ce qui sous-tend, en fait, cette relation que nous avons avec les arbres, qui est très très ancienne et qui est incroyablement intriquée, parce que c'est grâce aux arbres que nous, les humains, existons. S'il n'y avait pas de végétaux, on ne pourrait pas exister. Et ça, je le développerai tout à l'heure. Au XVIIe siècle, on enseignait à l'université 4 matières. La théologie, la philosophie, le droit et la médecine. Et la médecine se décomposait en 2 parties. L'anatomie et la botanique. On étudiait l'anatomie en hiver, et on étudiait la botanique en été. Et à ce sujet, j'aimerais vous parler très brièvement de la gémothérapie. La gémothérapie, c'est la science des bourgeons. C'est-à-dire, et notamment avec des espèces très connues qui nous permettent de nous soigner grâce aux bourgeons des arbres. Et je vais simplement vous présenter 5 arbres ou arbustes qui ont des qualités thérapeutiques énormes. Le premier, et ce sont surtout des espèces qui sont très communes. Donc le premier, c'est le cornulier sanguin. On en trouve partout. Il est excellent pour le cœur. Donc, si vous voulez une documentation à ce sujet-là, je pourrais vous en remettre une après cette présentation. Le deuxième, c'est le noisetier. Il est excellent pour le souffle, pour les poumons. Le troisième, c'est l'aubépine, qui est excellent aussi pour la circulation sanguine. Les fleurs sont anti-stress. Et enfin, le hêtre, qui est un nettoyeur des reins, un régulateur de l'appétit. Et le dernier des 5, c'est le noyer. L'huile de noix est très riche en oméga 3 et est excellente contre le cholestérol. Donc les bourgeons ont aussi des propriétés anti-diabétiques et stimulent la sécrétion. Alors, j'aimerais aborder donc un sujet un peu difficile, ce que c'est que l'écologie scientifique. Alors l'écologie, d'où elle vient? On parle beaucoup d'écologie, c'est à la mode, mais c'est quoi l'écologie finalement? C'est l'étude des milieux naturels. C'est une définition de l'écologie, c'est la science des relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Alors c'est une discipline qui est née au XIXe siècle avec un généticien qui vous connaissez certainement, Ernest Haeckel, et qui a créé ce mot écologie, la science de la Terre. C'est vraiment dans les années 1930 que l'accumulation, l'assemblage, l'organisation de toutes ces connaissances de domaine de la biologie ont abouti à la science de l'écologie qui s'est développée sur un concept central d'écosystème. Pour étudier la nature, on l'étudie par cette unité
qu'est un écosystème. Alors les écosystèmes, ça peut être une flaque d'eau, ça peut être une mare, une haie, une forêt, hein, ça peut être une mer ou une prairie. Voilà. Alors il y a 6 principes fondamentaux qui sous-tendent l'organisation et la régulation de cette nature. La première, c'est le principe de la communauté naturelle. Hein. Chaque membre et chaque être vivant a un habitat et une niche. L'habitat, c'est son adresse, et la niche, c'est la fonction qu'il a pour survivre dans ce milieu. Et comment c'est organisé? C'est organisé de manière à ce que vous avez une structure horizontale, c'est organisé en 4 dimensions évidemment, une structure horizontale qui est la distribution. Hein. Les êtres vivants sont distribués horizontalement. Ensuite, il y a une structure verticale, c'est la stratification. Et enfin, une structure temporelle qui est la périodicité. C'est-à-dire le jour, la nuit, les saisons. Il y a des animaux qui vivent pendant ces différentes périodes et ne se croisent jamais. Donc c'est le premier principe, c'est le principe de la communauté naturelle. Et puis, j'ai donc fait une feuille pour présenter ça, et que je vais vous remettre quand vous repartirez, parce que vous ferez peut-être un travail de réflexion là-dessus pour savoir comment nous vivons dans nos sociétés humaines par rapport à nos socio-écosystèmes. Comparer l'écosystème naturel aux socio-écosystèmes. Donc ce serait c'est pour cette raison-là. Donc le deuxième principe, après le principe de la communauté naturelle, c'est le principe de l'interdépendance. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres pour vivre, parce que nous avons besoin de consommer pour vivre. Et les diverses stratégies de survie vont de la compétition à la coopération. Donc vous avez les intermédiaires, vous avez la prédation, le parasitisme, le commensalisme et la symbiose. Alors le commensalisme, ça veut dire que 2 espèces vont vivre ensemble sans se nuire mais sans rien s'apporter. Et la relation symbiotique, évidemment, c'est celle-là où les deux parties ont quelque chose à gagner. Alors, la relation symbiotique la plus importante sur la planète, elle a été évoquée tout à l'heure, c'est la relation de la mycorhize. Hein. Ce sont les champignons qui mettent à disposition les sels minéraux, les nutriments aux arbres, et c'est les arbres qui donnent du sucre aux champignons pour vivre. Donc c'est un échange, et cette symbiose, elle existe dans tous les écosystèmes d'un pôle à l'autre. Donc ça c'est certainement la plus connue. Ensuite le parasitisme, là on l'avait évoqué aussi, c'est un vrai problème en Alsace. La chalarose, c'est un champignon qui est en train de détruire tous les frênes, et il y en a, je sais pas, quelques centaines qui ont été coupées déjà dans les forêts haineuse de la Robertsau et du Nehof. Et donc c'est une autre façon aussi de survivre. Bien, j'essaie d'aller assez vite pour couvrir les sujets, mais je vais y arriver. Donc le troisième principe, le premier donc, communauté naturelle, deuxième, interdépendance, le troisième c'est le principe d'adaptation. Alors, la vie s'adapte à la fois de manière physique, de manière comportementale et de manière sociale. Alors physiquement, on a tous des morphologies, des formes, des tailles qui s'adaptent à notre environnement. Ensuite, l'adaptation comportementale, d'ailleurs on en a parlé récemment, l'hibernation par exemple, la migration c'en est une autre, le chant des oiseaux ou les parades. Alors peut-être, voilà. Ça vous fait sourire? Oui. Bien. Alors, ensuite, la dernière, elle est d'ordre social, elle est surtout acquise chez les primates, hein, par l'acquisition de techniques rudimentaires. Bien. Ces 3 principes, donc, permettent d'organiser le vivant sur la planète. Le 4e principe, c'est le principe du flux d'énergie. Alors le Soleil est source de vie sur la planète, et le transfert de cette énergie s'opère par la chaîne alimentaire. Et cette chaîne alimentaire, elle est constituée de 3 types d'entités. Ce sont
les producteurs, c'est-à-dire les plantes, les consommateurs, c'est-à-dire les animaux, et enfin les décomposeurs qui recyclent la matière. Et à ce titre-là, ce que je voulais dire, c'est cette extraordinaire équation entre le végétal et les animaux. C'est l'équation qui consiste à dire que les plantes absorbent du gaz carbonique et de l'eau et fabriquent du sucre avec de l'oxygène. Nous, les animaux, consomment le sucre grâce à l'oxygène et produisent comme déchets le gaz carbonique et de l'eau. Alors vous voyez, les déchets de l'un font la ressource de l'autre. C'est en ça que, fondamentalement, nous sommes liés au végétal. Et ça, c'est vraiment une très belle équation. Voilà, donc c'est le principe du flux d'énergie. Ensuite, le cinquième principe, c'est celui du cycle de la matière. La nature, c'est le plus vieux recycleur du monde. Rien ne se crée, rien ne se perd. Et les matériaux de la vie circulent en boucle à travers l'air, l'eau, la terre, et grâce à l'énergie solaire. Et à ce titre-là, je voulais simplement évoquer l'importance du ver de terre. Alors, le ver de terre, Alors, l'éloge du ver de terre, c'est la première biomasse animale terrestre. C'est le premier biomarqueur de la biodiversité et de la santé des sols. Il y a 50 ans, il y avait environ, dans les terres arables, 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Aujourd'hui, il ne reste plus que 200 kilos de vers de terre à l'hectare. Donc, une déperdition de 10 en 50 ans. Évidemment, cette biodiversité, on ne la voit pas, elle n'est pas aussi séduisante que les pandas ou les ours polaires. Mais il faut savoir que le ver de terre a un pouvoir énorme. Il laboure la terre en permanence et crée un complexe argilo-humique. En fait, c'est lui qui rassemble l'argile, la partie minérale, avec la partie organique de la matière. Donc il digère constamment, il laboure la terre en permanence en absorbant l'argile, en le mélangeant avec du humus et en créant justement ce complexe qui est la fertilité de la terre. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'agriculture industrielle ne permet plus. Voilà. Donc c'était cette parenthèse que je voulais faire sur le ver de terre, qui est un symbole de fertilité et où le saturne de la fertilité de nos champs. Enfin, le dernier principe, c'est le principe du changement. Alors le principe du changement, tout simplement parce que la nature ne connaît pas le vide. Hein, lorsque vous avez un feu ou un désastre, une inondation qui arrive, si on ne fait rien, la nature se régénère toute seule. Elle se régénère en l'espace d'une centaine d'années pour ce qui est d'une forêt, par ce qu'on appelle l'autorégulation qui passe par des stades de succession écologique. Donc elle passe par un ordre préétabli pour redevenir une forêt à terme, au bout de 100 ans. Donc c'est ce principe de changement qui permet à la nature de survivre. Sur l'échelle du temps géologique, ces changements produisent un phénomène qualifié d'évolution des espèces par voie de sélection naturelle. Ça, vous connaissez bien sûr, c'est le principe darwinien, et ce sont les mutations génétiques les plus aptes qui survivent et s'imposent dans les organismes vivants. Voilà donc cet ensemble en une feuille, hein, les 6 grands principes de l'écologie scientifique. Et là, je voulais en venir par rapport à ça, c'est l'engagement que nous allons être obligés de prendre en nous inspirant justement de ces lois naturelles. En 2050, c'est de réduire notre production de CO2 de 6.
Aujourd'hui, un Français produit combien de CO2 à l'an? Vous avez une idée de ça? Ben, 12 tonnes. 12 tonnes. En 2050, on espère qu'il en produira 2, hein, pour arriver à maintenir le climat à 2 degrés Celsius. Ça va passer par une réduction très importante. Alors, il y a des actions pour les individus et les actions de l'État. On estime à peu près que la part de l'individu représente 40%. Hein. Bon, ça c'est un engagement très héroïque. Ça veut dire 25% par rapport au changement de comportement et 20% par rapport aux actions et aux investissements qu'on pourrait faire pour ne plus produire de CO2. Bon, ces 45%, on va dire, c'est, je pense, un peu pieux. Mais si même on arrivait à diminuer de 20% notre production de CO2, eh bien, mais ça voudrait dire changer drastiquement notre façon de vivre. Et ça, j'ai lu récemment un cours des mines de Jean-Marc Jancovici. Jancovici, c'est ça, oui. Donc c'est un cours magistral sur l'énergie. Et il a bien expliqué que l'énergie et la consommation d'énergie de l'humanité est exactement la même que notre niveau de vie. Au fur et à mesure que notre PIB, le PIB et la consommation d'énergie est exactement sur la même ligne. Ce qui veut dire que en 1974, et ça c'est lié à ce besoin de notre système de croître, la croissance économique permanente, qui est au niveau mondial de 2% à peu près. Et lorsque en 1974, il n'y avait plus de croissance, enfin, il y a un arrêt de la croissance, qu'est-ce qui a remplacé la croissance? C'est la dette. C'est la dette qui a remplacé cette croissance pour continuer toujours à produire et aller plus loin. La dette et le chômage, qui n'existait pas ou très peu avant. Et donc, c'est ce professeur qui a fait un cours magistral sur l'énergie, les besoins énergétiques que nous allons avoir si nous voulons rentrer dans la transition et arrêter le pétrole, parce que du pétrole, il y en a encore à cause ou peut-être grâce à Trump, parce qu'en 2008, c'était le pic du pétrole conventionnel, et conventionnel, c'est-à-dire ce qu'on exploite au-dessus de 500 mètres, et les Américains ont décidé d'exploiter le schiste, en dessous de 500 mètres, en fracturant la roche, pour continuer à produire, à rester et à gagner quelques années. Donc maintenant le pic va être atteint en 2026-2027. Mais de toute façon, on va sortir du pétrole, et ça veut dire que il faudra bien trouver des alternatives. Et le professeur, il a expliqué que toutes les pistes, comme au niveau de notre consommation, hein, je vous recommande de le lire, il les a explorées, et aucune des pistes, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit solaire, qu'elle soit géothermique, n'est tenable. Et sa conclusion, elle est très simple, c'est réduire la voilure, être plus sobre, simplement être beaucoup plus sobre. Et ce sera le seul moyen. Mais est-ce que nous sommes capables de réduire et nous engager sur la sobriété? J'en suis pas sûr. En tous les cas, je pense que la chose que nous pouvons faire, au vu de tout ce que je vous ai dit, c'est de planter un arbre. Et d'adopter un arbre et d'en planter plusieurs. Je pense que ça, c'est un geste très important qu'il faudra que vous fassiez. Je sais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais planté d'arbre? Vous pouvez lever la main. Vous n'avez jamais planté d'arbre. Eh bien, peut-être ce soir, c'est le moment de vous engager solennellement, avec vous-même peut-être, ou avec vos proches, à planter un arbre, et à l'adopter, et puis à devenir un ambassadeur de ces plantations. Que ce sont des moments d'émotion très très forts.
hein, de pouvoir sentir ce magnétisme et cette force en l'arbre, si vous en avez la sensibilité. Donc je vais vous parler rapidement donc, des bienfaits de l'arbre, ce qu'on appelle la sylvothérapie, thérapie par la forêt, qui est bien connue au Japon. Si vous pouvez aller voir, on n'aura pas le temps de le présenter, vous allez sur France 2 Replay, vous verrez l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain », où il parle justement en 2-3 minutes du bienfait, c'est en Alsace en plus, dans les Vosges, du bienfait des arbres. Donc les différents niveaux d'action, comme l'avait conclu Jean-Louis, il y a un certain magnétisme, une certaine énergie qui se dégage des arbres, et on peut le ressentir à différents niveaux. Donc l'effet le plus fort de la nature, justement, se trouve dans les forêts. Donc à un niveau physique, une activation des différents sens, évidemment, puisqu'on est très attentif, on est concentré, on est plutôt isolé par rapport à une ville, par exemple. Donc on voit bien le côté naturel par rapport au côté artificiel, et ça on a mesuré sur des personnes, on a mesuré sur des images au niveau du cerveau, l'effet de la nature qui a un effet relaxant au niveau des ondes alpha, au contraire des images de ville qui ont un effet stressant avec par exemple de l'anxiété. On a également donc, mesuré le ralentissement de rythme cardiaque de 10 à 15 pulsations après des séjours de quelques minutes à quelques heures dans la forêt. Au niveau émotionnel, donc une relaxation, on peut mesurer par les ondes alpha, donc des ondes qu'on trouve aussi quand on fait de la méditation par exemple. Également un sentiment d'unité, ce qu'avait dit Jean-Louis, on ressent effectivement que tout est interrelié dans la nature et que l'homme fait partie d'un tout. Et c'est justement le fait qu'on ne ressente plus cette liaison qu'on peut détruire des forêts en Amazonie ou simplement ici à Colpside pour construire des routes pour aggraver la pollution. Donc si on avait le sentiment de ceci, on prendrait d'autres décisions. Au niveau psychique, on a une baisse aussi de la rumination et de l'anxiété, une détente au niveau du cerveau. Donc ça peut se mesurer avec des moyens scientifiques. Au niveau des sens, donc les combinaisons vont multiplier les effets. Donc si vous êtes très attentif, en pleine conscience, vous allez effectivement déjà voir la couleur verte, vous l'avez vu, il y a différentes teintes de vert. Le vert est la couleur la plus relaxante. On met ça dans les salles d'opération souvent aussi. Vous voyez, les combinaisons, les salles sont de couleur verte. Il y a aussi une certaine forme et harmonie, donc avec le nombre d'or. C'est exprimé dans le film au niveau des méristèmes. Donc la croissance des méristèmes se fait sous forme de nombre d'or. Il y a un premier bourgeon, il se divise en deux. Et donc la croissance, par manque de place, se fait de cette progression, c'est une spirale d'or. Et donc la somme des deux chiffres donne le troisième. Et si on fait le rapport des deux, on trouve le nombre d'or entre 24 et 31 par exemple. Donc on voit ici dans toutes les formes ici correspondent à une croissance du nombre d'or. Également l'homme dans la représentation de Léonard de Vinci se trouve dans le nombre d'or. Donc ceci fait quand on est dans la nature, on voit cette harmonie sans s'en rendre compte évidemment, on ne fait pas des calculs mais on le ressent. Au niveau de l'odorat, donc il y a effectivement la production d'humus qui a des odeurs importantes, il y a tous les ions positifs qui sont produits dans les forêts. Le plus fort c'est au niveau des cascades, on a 50 000 ions positifs par centimètre cube, donc c'est ce qu'on peut aussi acheter pour la maison. Effectivement c'est beaucoup plus cher et donc ça c'est un effet désinfectant, un effet reposant au niveau de l'homme et des animaux aussi. Également dans les forêts de pins la triboélectricité, donc c'est le frottement des aiguilles au niveau de l'air sur les aiguilles qui produit cette triboélectricité, donc qui est également utilisée dans certains médicaments. Au niveau du toucher, donc on va avoir le sens du toucher, la fraîcheur, la chaleur, qu'on ressent dans la forêt également, le contact aussi du sol avec l'arbre. Donc moi je suis géobiologue, donc on travaille sur la relation entre le sol et le ciel, et donc l'arbre fait justement la liaison entre le sol et la terre, comme ça a été dit, au niveau de l'écologie. Donc comment ressentir ce bienfait? Donc ça c'était une première initiation que j'ai eue effectivement au niveau des arbres, c'était on se met au contact de l'arbre, on peut effectivement l'enlacer ici, ou simplement, ce qu'on peut aussi faire au niveau comme c'est dans la vidéo de France 2, le mettre au niveau du hara, donc ici, le point énergétique, et une main derrière le dos, et on se met contre l'arbre. Donc là j'ai du mal avec le micro. Voilà, on se met comme ça contre l'arbre. Et donc vous pouvez rester dans cette position jusqu'à ressentir un bienfait, et après quelques minutes on se sent très, très détendu, et on le ressent si on peut le mesurer par exemple avec une montre cardiaque. Donc il y a ensuite l'ouïe qui est aussi mis en avant, le bruit du vent, on l'a dit, les oiseaux, les branches, tout ceci très relaxant par rapport à des bruits de route, de voitures, de véhicules. Simplement le bruit des pas dans les feuilles, tout ceci nous relaxe, nous détend. Et après au niveau plus éthérique, magnétique,
Donc il y a cette circulation d'énergie cosmotellurique qui se fait aussi au niveau des arbres. Donc là, l'arbre est dans la jonction entre ciel et la terre. Donc on a aussi une décharge des tensions qu'on peut avoir en se reliant aux arbres ou également en marchant pieds nus. Donc voilà plusieurs livres qui parlent un peu de tous ces phénomènes. Maintenant on commence à peine à comprendre les relations qu'il y a entre les arbres au niveau par exemple d'hormones dans l'atmosphère, mais aussi tout ce qui se passe au niveau du sol, au niveau des mycorhizes. Donc là, le dernier numéro de Cerveau Psycho, par exemple, du mois de là, c'est le numéro du mois de mai, donc spécial comment la nature nous fait du bien, donc avec des études scientifiques qui montrent tous ses bienfaits. Donc par exemple, le numéro du mois de novembre 2019, donc 2 heures de nature sinon rien. Donc là, on voit effectivement l'effet positif de marcher dans la nature, 2 heures par semaine minimum. Jusqu'à 2 heures, on a une progression sur la santé corporelle. Par contre, jusqu'à 6-7 heures par semaine, on constate un effet sur le système psychique, la santé mentale continue de s'améliorer jusqu'à 7 heures, 6 ou 7 heures de pratique de nature hebdomadaire. Voilà. Donc là, l'idéal aussi, c'est de faire des petites sorties régulières tous les jours, si possible, de voir la nature. Également, si on a mis des personnes dans des bureaux avec des photos de forêt, ils sont beaucoup plus détendus et également plus productifs dans les entreprises. On a parlé de législation pour protéger les arbres remarquables. Est-ce qu'il existe ailleurs dans les pays européens une législation peut-être modèle sur laquelle on pourrait s'inspirer? Est-ce qu'ils sont mieux protégés ailleurs qu'en France? Alors, je peux parler sur le point de vue local. Il y a 64 arbres remarquables qui sont répertoriés sur l'Eurométropole. Donc vous avez un hêtre marqueté au Pourtalès qui est très beau. Vous pouvez trouver le plan sur le site de l'Eurométropole. Et il est question justement de l'élargir. Il y a beaucoup d'arbres forestiers dans les 2 réserves du Neuhof et de la Robertso qui ont un potentiel d'être un arbre remarquable. Et le responsable a proposé d'élargir la liste des arbres remarquables. Alors, ce qui est jusqu'à même doubler le nombre des arbres. Comme dit, on en aurait pas. On en découvre de nouveaux sur d'autres critères. Alors, en ce qui concerne la législation, là, je ne sais pas. Je pense que du moment qu'il est classé, on ne peut plus l'abattre. Mais en règle générale, jusqu'à présent, c'est quand même le propriétaire qui a tous les droits sur le végétal. Parce que je pense donc je suis, si je pense pas, je ne suis pas, je ne suis qu'une matière et je n'ai aucun droit, c'est mon propriétaire qui a tous les droits. Donc ça c'est encore l'ancrage philosophique qui prédomine. Et ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire avancer. Donc demain justement on parle de est-ce que les plantes ont une conscience, la science commence à étudier ces phénomènes-là. Donc c'est aussi un début de reconnaissance, souvent ça passe aussi par les sciences, mais aussi la sensibilité du public qui veut défendre les arbres, par exemple. On l'a vu au niveau du GCO, ça n'a pas suffi, mais il faut se mobiliser aussi pour montrer qu'on s'intéresse et qu'on s'attache aux arbres, parfois de façon propre, effectivement. Donc les pays les plus avancés, on citait souvent la Finlande et la Suède, qui ont mis en place un peu maintenant, très récemment, des politiques plus strictes de protection. Mais voilà, c'est toujours des secteurs limités, c'est pas généralisé. En tant qu'association, on est souvent interpellé chaque fois qu'il y a un arbre qui est abattu quelque part. Et en général, on s'enseigne. Et souvent, c'est justifié. Alors c'est vrai que les gens ont horreur de voir un arbre disparaître dans leur environnement. Mais quand il s'agit de l'arbre qui était devant la pharmacie Paul Fissaille ou derrière dans la rue qui va au Fort-Clébert, souvent parce qu'il y a une maladie, parce que c'est une essence qui n'aurait pas dû être plantée et qui va causer des dégâts, etc. C'est assez souvent justifié. Et quand ça ne l'est pas, en général, on réagit assez vivement. Je me rappelle d'une fois au Super U de Walfisheim, on avait tracté tout le parking parce qu'ils avaient abattu des arbres pour gagner 3 places de parking. Ou derrière Oberscheffolzheim, les chênes qui étaient un train qui étaient abattus pour gagner 2-3 arbres de maïs. En général, on les dénonce, mais souvent c'est justifié aussi. Oui, c'est un programme de replantation d'arbres, parce qu'on parle beaucoup d'arbres abattus. Alors, comme disait le film tout à l'heure, dans un milieu urbain, les arbres ont une longévité bien moindre.
et donc dessèchement, pollution, taille, etc. Et il y a des platènes qui ont été coupées, qui étaient malades, et qui sont remplacées aujourd'hui par des arbres qui sont plus résistants à la sécheresse. Il y a des mycocouliers, les gléditia, les fédiers d'Amérique, qui sont des beaux arbres qui ont une belle tenue et qui résistent à la sécheresse, qui résistent mieux à la pollution, qui sont remplacés. Oui, donc on plante régulièrement des arbres, mais il y a à peu près 80 000 arbres, 82 000 arbres sur l'Eurométropole. Il n'y en a que 64 qui sont remarquables.